Je suis le docteur Anjum Faridi et je me spécialise en psychiatrie générale et en psychiatrie pour enfants et adolescents. Je travaille à Saint John et je fais partie de plusieurs équipes de psychiatrie pour enfants et adolescents de la grande région de Saint John, en plus d'enseigner à l'école de médecine. Le trouble de déficit de l'attention-hyperactivité ou TDAH est un trouble neurodéveloppemental. Le mot neurodéveloppemental nous donne quelques indices sur sa nature. Le premier, c'est que ces troubles commencent durant la petite enfance. Le second, c'est qu'ils touchent le cerveau en développement. Et le troisième, c'est qu'ils affectent la trajectoire de développement psychosocial de la personne. Et quand on y ajoute le mot trouble, on comprend que les symptômes présents ont causé des perturbations pour la personne dans son fonctionnement. Les principaux symptômes du TDAH sont l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité, et même une combinaison des trois. Le diagnostic posé est un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement fondé sur des questionnaires ou autres trucs du genre. Il se fonde sur une évaluation approfondie qui comprend une analyse des problèmes passés et actuels. On passe en revue les antécédents familiaux et on vérifie les antécédents de développement et s'il y a eu naissance avant terme. Ensuite, le médecin observe l'enfant durant la séance d'évaluation et essaie d'interagir avec lui. Le médecin peut ainsi développer une sorte de compréhension globale de l'enfant qui lui permettra probablement de rendre un diagnostic de TDAH le cas échéant. La définition et les critères de diagnostic ont évolué pour aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui le TDAH, un terme qui existe depuis les années 1980. Ce trouble a deux caractéristiques principales, le déficit d'attention et l'hyperactivité. Mais ici, il en existe une troisième qui est parfois oubliée, soit l'impulsivité. On trouve trois présentations du TDAH. Dans la première, c'est l'inattention qui prédomine et on ne trouve pas d'hyperactivité ni d'impulsivité. Dans la seconde, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité qui prédominent sans problème d'attention. La troisième est le type combiné où les trois caractéristiques sont présentes, hyperactivité, impulsivité et déficit d'attention. Le type le plus commun est le type combiné. Comme c'est le cas avec bien d'autres troubles, on ignore la cause exacte du TDAH, mais on sait pertinemment que la génétique a quelque chose à y voir. Les études menées auprès de jumeaux nous montrent que de 60 à 80% des jumeaux identiques ont un TDAH. Chez les jumeaux fraternels, ce taux se situe entre 30 et 40%. Cette différence s'explique du fait que les jumeaux identiques partagent exactement le même matériel génétique. Donc, si le TDAH est plus prévalent chez les jumeaux, alors on peut y voir une corrélation génétique, n'est-ce pas? Nous savons aussi que le TDAH est de 3 à 5% plus fréquent chez les personnes parentes au premier degré avec une personne ayant un TDAH. On note une association, pas nécessairement un lien causal entre les facteurs comme le tabagisme ou la consommation d'alcool durant la grossesse et les problèmes comme les traumatismes à la naissance. Il faut se pencher plus attentivement sur ces risques et ces expériences traumatiques pour le bébé afin de mieux en comprendre les répercussions. Les traitements comprennent un volet biologique, c'est-à-dire le médicament même,
et un volet psychosocial qui comprend diverses formes de thérapie comme la thérapie individuelle et la thérapie familiale. Dans la thérapie individuelle avec de jeunes enfants, il peut être difficile de les faire parler et de les faire participer à des thérapies verbales comme les thérapies cognitives ou comportementales. Dans ces situations, nous suggérons habituellement des thérapies par le jeu ou l'art. Le travail fait avec la famille et les parents visent à aider les parents à mieux comprendre le TDAH et à intervenir de manière plus constructive avec leur enfant. Vous avez peut-être déjà entendu parler des termes stimulants et non stimulants. Ce sont les médicaments les plus souvent utilisés pour le TDAH et les deux composés principaux se présentent sous différents noms. L'un est le méthylphénidate et l'autre s'appelle dexamphétamine. L'une des plus grandes différences entre les deux catégories de médicaments, c'est que les psychostimulants ne durent pas longtemps. Par exemple, on peut donner le médicament à l'enfant le matin et en l'espace de 40 minutes, l'effet du médicament se fera ressentir. L'action se fait très rapidement. Si l'enfant le prend le matin avant d'aller à l'école, par le temps que le premier cours commence, le médicament fait son effet. Si l'enfant prend la bonne dose et tout, les enseignants et les autres autour peuvent remarquer une grande différence chez l'enfant. Mais de 4 à 12 heures plus tard, le médicament stimulant commence à sortir du système de l'enfant et il doit attendre la prochaine dose le lendemain matin. Dans le cas des non-stimulants, il faut les prendre tous les jours pour qu'ils fonctionnent parce qu'ils doivent rester à un certain niveau dans le sang pour être efficaces. Quand on atteint ce niveau, il suffit de reprendre une petite dose tous les jours et l'efficacité du médicament se poursuit en continu. C'est la plus grosse différence entre les deux types de médicaments. En général, les psychiatres et psychologues pour enfants et adolescents et les gens qui se spécialisent dans les problèmes de santé mentale s'entendent pour dire qu'il peut s'agir d'un problème à vie. Ce n'est pas toujours le cas car bien des gens trouvent des outils pour contrer les difficultés liées au TDAH et mieux vivre avec le TDAH. Beaucoup de personnes qui vivent avec un TDAH sont capables de vivre une vie enrichissante malgré leur TDAH. Elles trouvent simplement des façons de le gérer. Cela dit, les images tirées d'études de recherche nous montrent que la tendance dans la maturation du cerveau chez ces enfants, qu'ils aient un TDAH ou non, est la même. Mais chez les enfants qui ont un TDAH, on note un retard d'environ 1 an à 4 ans. On peut donc imaginer que le retard dans la maturation du cerveau aura des répercussions sur la trajectoire psychosociale de la personne qui peut durer jusqu'à l'âge adulte. Puisque je me spécialise dans la psychiatrie pour enfants et adolescents, je vois mes patients jusqu'à ce qu'ils aient 19 ans. Je leur dis toujours de ne pas arrêter de prendre leurs médicaments avant qu'ils aient 20 ou même 25 ans, car pour eux, c'est à ce moment que leur cerveau sera relativement arrivé à maturité. Il est alors possible de réévaluer le besoin du patient de continuer à prendre ses médicaments. Premièrement, il ne faut pas hésiter à obtenir une évaluation. Il n'est pas rare de voir les gens hésiter parce qu'ils ont peur qu'un médecin diagnostique un trouble quelconque à leur enfant et lui prescrive des médicaments, n'est-ce pas? Je rassure toujours les parents en leur disant que l'on va faire l'évaluation et que je n'ai aucune idée préconçue de leur enfant. Je n'ai aucune idée
de ce que je vais voir, même si l'enseignant ou le pédiatre de l'enfant me dit que l'enfant pourrait avoir un TDAH. J'entame l'évaluation avec l'esprit ouvert et j'invite les parents à faire de même. Nous nous lançons ensemble dans ce cheminement en équipe et nous verrons ce que nous découvrirons. Au bout de l'évaluation, je fournis mes recommandations, mais au final, ce n'est pas moi le parent et les parents peuvent accepter ou rejeter mes recommandations. Mais au moins, nous procédons de manière scientifique, éducative et collaborative pour voir s'il y a bien un problème ou non. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre ou déterminer si les symptômes ou les comportements remarqués sont normaux ou anormaux, n'est-ce pas? Si les choses remarquées ont l'air anormales, selon leur effet sur le fonctionnement, par exemple, alors il faut déterminer si ces choses relèvent bel et bien d'un TDAH ou si elles peuvent avoir une autre cause. Parfois, en écoutant ce que disent les enseignants et les autres professionnels, en repensant à ce que votre médecin pourrait vous avoir dit, vous pourriez vous rendre compte qu'il vaut la peine de demander une évaluation. J'utilise souvent une analogie pour expliquer le TDAH. Moi, je porte ces lunettes pour bien voir. Si je ne les avais pas, ce serait très difficile pour moi de faire mon travail. Je serais stressé rendu à la fin de la journée. Ne pas recevoir de traitement pour un TDAH, c'est comme si je vivais sans mes lunettes et le traitement est aussi simple que de trouver les bonnes lunettes de la bonne force, oui, pour pouvoir vivre normalement.